cette vidéo, nous allons parler de sortir du harcèlement. On parle énormément de harcèlement ces dernières années et il me faudrait plusieurs jours pour pouvoir faire le tour du sujet. On a d'ailleurs un atelier relations conflictuelles pour ceux que ça intéresse qui concerne ce sujet. Mais dans cette vidéo, je vais plutôt axer les choses du point de vue de comment sortir du harcèlement grâce à la méthode Hodge, grâce à l'approche Hodge à l'envers de l'ego. Par contre, je commencerai quand même par différentes définitions que j'ai pu tirer du Larousse par rapport au verbe harceler. Harceler, c'est soumettre quelqu'un ou un groupe à d'incessantes petites attaques. Soumettre quelqu'un à des demandes, des critiques, des réclamations continuelles. C'est soumettre quelqu'un à de continuelles pressions, sollicitations, ou soumettre sans répit à de petites attaques. Donc, comme on peut le constater, dans le mot harcèlement, quel qu'il soit physique, verbal, moral ou sexuel, il n'est pas question de pression forte, il n'est pas question d'un gros événement, d'une grosse dispute ou d'une menace violente et très franche, il est plutôt question de petites attaques, de petites critiques, de petites pressions incessantes, répétitives et continuelles. C'est ce qui peut rendre difficile le fait de reconnaître que l'on soit victime de harcèlement, parce que c'est pas assez franc pour se dire « Ah bah là, il y a eu un gros choc ». Non, c'est quelque chose qui se distille petit à petit, qui est très discret, mais qui est répétitif. Un peu comme une goutte d'eau qui tombe toujours au même endroit et qui va en fait nous rendre dingues. Sauf que cette goutte d'eau, bah, c'est qu'une goutte d'eau. Mais c'est la répétition discrète et distillée comme ça dans le quotidien qui fait qu'on est victime de harcèlement et qui fait qu'on peut avoir des grosses souffrances là-dessus. C'est aussi le fait que ce soit pas si franc que ça qui fait que notre entourage va peut-être avoir de la peine à reconnaître que l'on est victime de harcèlement et va peut-être remettre en question le fait que l'on soit réellement victime de harcèlement. On entend beaucoup parler aussi de harcèlement dans le cadre professionnel ou scolaire. Le harcèlement professionnel ou scolaire, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Mais je tiens quand même à préciser que le harcèlement peut aussi avoir lieu dans sa vie privée, dans sa vie de couple, par exemple. On verra ça par un exemple plus tard. Je tiens aussi à préciser parce que souvent, on a l'image du harceleur plutôt que de la harceleuse, comme si c'était lié principalement à un homme fort qui harcèle une femme faible, ou comme si ça pouvait être lié à un jeune costaud plus grand qui va harceler un plus petit, un plus faible que lui. C'est pas le cas. Il y a autant d'harceleuses que de harceleurs, et il y a autant de personnes qui sont tout à fait fortes, qui se font harceler, et ça, c'est important de le préciser. Pourquoi ? Parce que souvent, dans le principe d'être harcelé, la personne va avoir tendance à associer ça à « ça veut dire que je suis faible ». Ça veut dire que je suis quelqu'un qui n'arrive pas à tenir la route, qui n'est pas costaud, qui n'est pas puissant, qui n'est pas fort. Et donc, quelque part, je ne vais pas reconnaître que je suis victime parce que sinon, ça implique qu'en fait, je ne suis pas capable d'être quelqu'un de bien ou quelqu'un d'assez fort pour tenir la route. Donc, ce préjugé-là, il est important. C'est important de le lever et de se rendre compte qu'en fait, tout le monde peut être victime d'harcèlement et que ça n'a rien à voir avec qui est la personne, ça a à voir avec la situation simplement et que ça peut concerner tout le monde, hommes, femmes, petits, grands, jeunes, moins jeunes, dans le cadre de n'importe quel domaine de notre vie. Il y a une différence entre être victime de quelque chose ou de quelqu'un et être une victime. Bien souvent, en fait, quand je parle et puis avec mes patients qui sont victimes de harcèlement, le mot victime va créer une énorme tension chez la personne simplement parce que être une victime, c'est connoté négativement. Et ce qui va empêcher la personne de reconnaître qu'elle est réellement victime de quelqu'un ou de quelque chose, qu'elle est réellement victime de harcèlement. Souvent, il y a des expressions négatives avec le mot être une victime. Par exemple, c'est associé à une notion de fragilité, de faiblesse, de jugement ou de honte. Arrête de faire ta victime, c'est bon. Oh là là, je supporte pas les gens qui font leur victime, c'est insupportable. Oh là là, c'est vraiment une drama queen. Ou alors, oui, alors les gens qui font leur victime, ça, c'est vraiment genre pitoyable, c'est bon quoi, arrêtez maintenant. Donc ça a une notion un peu de show-off, un peu de tu fais ta victime, oh là là, tu veux qu'on te plaigne, tu veux qu'on te regarde. Donc ce mot-là, il est compliqué à entendre quand on est victime de harcèlement. Et c'est pour ça que c'est important, et on verra par les exemples, c'est important de faire la différence entre ces deux notions-là, entre être victime de quelque chose ou être une victime.
Parce que c'est important d'abord de se rendre compte que qu'on est victime. C'est la première étape. C'est la première étape pour pouvoir avancer vers comment est-ce que je sors justement de ce harcèlement-là. C'est important de reconnaître que, oui, en effet, on subit ces actes-là, on entend ces paroles-là, on subit ces pressions, et si on ne reconnaît pas ça, si on a de la peine à reconnaître ça parce qu'on a peur d'être traité comme une victime, ça va être très compliqué de sortir de ce harcèlement-là. Donc vraiment, ce n'est qu'après avoir reconnu cela qu'on va pouvoir commencer le chemin, en fait, se mettre en route vers tout ce qu'on peut faire pour que ça s'arrête. L'impact du harcèlement sur la santé peut être énorme. Même si ça commence par des petites choses, les symptômes vont être tout petits et très discrets au début, surtout quand on n'est pas en attention de notre corps. Mais plus ça dure, plus ce harcèlement dure, et c'est le principe du harcèlement, plus il va durer longtemps et plus les symptômes vont être forts. Jusqu'à aller, par rapport à la mémoire, par exemple, à des espèces de sensations de perte de mémoire. On ne se souvient plus de rien, on n'arrive plus à recomposer les événements, on n'arrive plus à se souvenir de ce que l'autre nous a dit, ce que l'autre nous a fait, ce qui est très compliqué quand on demande justement de témoigner contre la personne qui nous a harcelé, parce qu'on a l'impression qu'on n'a plus de mémoire et qu'on n'a pas réussi à enregistrer tout ce qui se passe. On va avoir une perte de confiance en soi énorme. Si je subis ça, c'est que j'ai forcément fait quelque chose de mal, c'est que je suis forcément quelqu'un de pas bien, c'est que je suis forcément faible. On est dans la peur permanente, peur que de nouveau que ça se reproduise, peur de se faire harceler, peur de se faire renvoyer, peur pour aussi notre corps, peur d'être en danger, avec une hypervigilance, une incapacité à se concentrer, des difficultés à s'endormir, une boule au ventre, des chutes de tension, des vomissements, une fatigue extrême, des cauchemars, la sensation en fait que ça va jamais s'arrêter, l'impression qu'on voit pas le bout, qu'en fait c'est interminable et que ça s'arrêtera jamais. Vu que c'est lié à qui l'on est et que c'est qui l'on est qui va pas, bah forcément ça s'arrêtera jamais. On peut avoir des pertes d'appétit, une envie de mourir, une sensation d'être justement humilié, rabaissé, avec des jugements négatifs sur nous, ou pleurer tout le temps. Bref, être victime en fait de harcèlement, c'est un stress énorme pour les personnes qui en sont victimes et qui va provoquer de multitudes de symptômes physiques et psychiques. Dans le cadre du travail, si la personne elle se sent par exemple déjà harcelée, rabaissée par l'autre, le fait de ne plus réussir à se concentrer, le fait d'avoir des problèmes de mémoire, justement, des soucis de mémoire, bah, ça va encore amplifier le fait que elle a bien raison de me harceler, elle a bien raison de me reprocher des choses parce que je l'ai fait vraiment ces erreurs. Donc si je l'ai fait vraiment, c'est que vraiment ce qu'elle dit de moi est juste. Donc c'est un peu ces cercles vicieux qui fait qu'il y a des personnes qui peuvent rester des années dans un harcèlement sans même s'en rendre compte, sans même se dire qu'ils sont victimes de quelqu'un d'extérieur et pas simplement je suis nul et je suis quelqu'un de pas bien. Donc c'est vraiment du pain béni pour le mental des gens. C'est du pain béni pour le mental des victimes. C'est, voilà, tu vois, de nouveau, je me juge, je te critique, tu es quelqu'un de pas bien. Et ça, le mental, il adore parce que c'est son job et qu'il le fait très très bien. On va prendre des exemples pour voir que, quelque part, peu importe la forme que prend le harcèlement, la manière de se sortir de ce harcèlement va être la même. Je rencontre Caroline qui a 35 ans à mon cabinet. Elle vient me voir parce qu'elle n'arrive pas à couper avec une relation avec un homme avec qui elle a flirté pendant à peu près une année. Ils ont arrêté leur histoire il y a une année. Cette histoire, elle me dit, cette histoire n'a pas vraiment commencé. Ça n'a pas été une grande histoire d'amour, mais aujourd'hui, un an après, cet homme est toujours présent dans sa vie. Il est omniprésent dans sa vie. Il lui fait peur et elle ne sait plus quoi faire. Donc elle arrive très tendue et très crispée, et puis très aussi dans la peur que je la juge et que je lui dise que elle s'invente tout un monde. Donc ok, on y va, racontez-moi, dites-moi ce qui s'est passé, et surtout avant tout, dites-moi, ok, au niveau de votre santé, comment ça va? Elle me dit qu'elle est épuisée, qu'elle a des insomnies, qu'elle a l'estomac noué, qu'elle parvient plus à se concentrer, qu'elle a la sensation qu'elle perd la mémoire, elle a des douleurs dans toutes ses articulations. Et quand je lui demande depuis quand elle a ces symptômes-là, elle me dit depuis le début de la relation avec lui. Donc Caroline me raconte qu'il
il y a 2 ans, elle a rencontré cet homme à la terrasse d'un café. Il est plus jeune qu'elle, mais il est très mature. Ils ont commencé à discuter, c'est lui qui est venu vers elle. Ils ont commencé à discuter, une discussion passionnante où ils ont refait le monde, où se sont hyper bien entendus. Et du coup, ils s'échangent leur numéro de téléphone pour se revoir. Elle sort d'une longue relation qui a été compliquée et elle veut pas se relancer dans une relation avec un homme à ce moment-là. Elle lui dit directement et lui il dit bon bah pas de souci, moi ça me convient, on s'entend tellement bien que pas de problème, on prendra le temps. Donc ils s'échangent de nombreux messages, ils se voient régulièrement, mais toujours dans des lieux publics, c'est important pour Caroline. Euh, et leur relation, en fait, ils nouent une relation profonde, affectueuse, mais platonique, d'un commun accord, pour pouvoir la préserver. Ils mettent en place un jeu entre eux, et ça c'est important, un jeu dans lequel ils échangent en fait des messages, mais par le biais d'un panneau publicitaire, un panneau de petites annonces, dans un magasin dans lequel ils vont faire leurs courses tous les deux. Et en fait, ils se laissent des messages un peu discrets et puis un petit peu symboliques, on va dire, des messages en fait sur des conversations qu'ils ont eues ensemble, sur des sujets. Ils rentrent dans un jeu un peu épistolaire comme ça, par le biais de ce panneau de petites annonces. Et il lui dit, bah d'ailleurs, il lui dit, ah bah quand ils se rendent compte qu'ils habitent dans le même quartier, lui, il lui dit, oui, en effet, je t'ai déjà croisé plusieurs fois, ça fait un moment que je voulais venir te parler, mais j'étais trop timide, donc voilà. Donc ça montre que lui, il a déjà cette connaissance d'elle, il l'a déjà vue, puis elle l'avait jamais remarqué vraiment. Donc les messages, ils contiennent toujours des allusions à leurs discussions passées. C'est des messages qui sont sous une forme symbolique, mais qui vraiment concernent ce qu'ils se sont dit, ce qu'ils ont vécu ensemble récemment. Et donc c'est leur jeu. Un jour, en fait, Caroline se rend compte qu'elle a une connaissance commune avec lui et que quand elle lui dit « Ah, bah tu le connais », donc personne n'est trop au courant dans son entourage, ça fait partie du mystère de leur relation. Et en fait, Caroline découvre par le biais de sa connaissance que en fait, il est marié et qu'il ne fait pas du tout le travail qu'il lui a dit qu'il faisait. Donc là, Caroline est un peu choquée, ça fait quand même déjà plus de 6 mois qu'elle est en relation avec, 6 mois, 9 mois. Elle est choquée, puis elle essaye de le contacter pour lui dire, bon, bah, il faut qu'on ait une explication, pourquoi est-ce que tu m'as menti, pourquoi est-ce que tu m'as raconté ça. Et du moment où elle lui demande en fait ces explications et qu'il découvre qu'elle sait qu'il est marié et qu'il n'est pas vraiment celui qu'il dit être, lui, il coupe toute communication avec elle. Il ne répond plus à ses messages, il l'appelle plus, mais il laisse encore ses messages sur le tableau des petites annonces. Mais elle est directement de relation directe, il a tout coupé. Donc elle continue à répondre à ses messages via le tableau de manière parce qu'elle espère avoir ses réponses, elle espère comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, elle ne les aura jamais, ces réponses, elle n'aura jamais le pourquoi est-ce qu'il lui a menti. Donc petit à petit, elle commence à se dire que bon, ben voilà, tant pis, on n'a plus de contact, mais les messages qu'il laisse lui sur les panneaux de petites annonces, c'est des messages qui concernent des conversations, qu'elles soient téléphoniques, via les réseaux sociaux ou en direct, des conversations qu'elle a avec ses amis, son entourage, et elle ne comprend pas vraiment comment est-ce que lui, il est au courant de ces conversations-là. Elle le croise souvent, pas loin de chez elle, mais il change de trottoir quand il la voit. Elle entend parler de lui dans son entourage qui dit « Ah tiens, j'ai croisé machin ». Et en fait, elle se rend compte qu'il est tout le temps à une soirée où il y a quelqu'un qu'elle connaît, il est tout le temps quelque part présent, sans l'être vraiment directement. Ça commence à la stresser, ça commence à lui faire peur. Elle se dit qu'il n'y a peut-être pas de hasard et que c'est peut-être pas pour rien qu'il est tout le temps là, et alors qu'ils n'ont plus de relation directe. Elle commence à se poser la question de savoir comment il obtient toutes ces informations-là sur elle, comment il obtient les informations sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle dit, sur ce qu'elle pense. Et elle se rend compte qu'en fait, elle est observée tout le temps, qu'il sait énormément de choses sur elle, qu'il est présent et que ces messages aussi qu'il laisse sont de plus en plus menaçants, de plus en plus agressifs, de plus en plus humiliants, de plus en plus intimes. Elle a même ses ordinateurs de travail et personnels qui ont été piratés. Elle retrouve des informations
confidentielles qui étaient sur ses ordinateurs, sous-entendues dans les messages qu'il laisse. Donc là, ça commence à être une grosse pression pour elle, même si elle essaye dans un premier temps de dire « Bon, c'est pas grave, t'es un peu folle, t'es parano, c'est bon, oublie, c'est pas possible. » Mais ça se fait de tellement plus en plus souvent que là, quand même, elle commence à avoir un doute. Donc, elle commence à en parler aux gens autour d'elle, à ses amis, et à leur expliquer, mais les gens, ils disent, bon, il n'y a pas de violence physique, il n'y a pas d'attaque directe, il n'y a pas de violence verbale, il n'y a pas de violence sexuelle, donc c'est bon, peut-être que tu paranoïes un peu, peut-être que tu t'inventes un peu les choses. Et puis même la police auprès de laquelle elle essaye d'aller porter plainte en disant bah, je suis victime de harcèlement, ils disent bah, malheureusement il n'y a pas de preuve, il n'y a rien, on ne peut rien faire pour vous, donc on ne va pas pouvoir faire quoi que ce soit. Donc Caroline, elle a la sensation de devenir folle, d'être parano, et puis parce qu'elle se sent en danger en permanence, et elle arrive chez moi un peu à bout de force en disant mais je vais craquer, je suis à bout, j'en peux plus, et si vraiment j'inventais tout ça, est-ce que je suis folle? Donc je viens un peu vous voir pour est-ce que je suis folle? Donc, a priori, c'est ce que je lui explique. Je lui explique que ce soit vrai ou que ce soit un ressenti. Dans l'absolu, ce qui importe, c'est que son état physique et moral, en fait, nous amène à penser que oui, il y a vraiment quelque chose qui lui crée un énorme mal-être et on va s'attaquer à ça. Je ne suis pas là pour dire c'est vrai, c'est faux. Je suis là pour accompagner la personne à se sentir mieux et à sortir de tous ces symptômes qu'elle ressent et ces tensions qu'elle ressent. Donc, je lui demande de faire une liste chez elle de tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, tous les mots qui ont été employés, les pressions qu'elle a subies de sa part, pour qu'elle se rende compte qu'elle est vraiment victime, que tout ça sont des faits, elles ne sont pas juste des impressions, mais sont des faits, et qu'elle se rende compte qu'elle est vraiment victime de harcèlement de la part de cet homme. Au mot victime, Caroline se tend complètement et elle me dit non, mais je ne suis pas victime. Donc c'est là où on fait l'importance en fait, d'expliquer que la différence entre victime, être une victime et être victime de. Et en fait, quand je lui demande mais pourquoi ça vous choque autant ce mot victime, être victime, elle me dit parce que ça me ramène à un ancien épisode que j'ai subi quand j'étais adolescente. J'ai subi un viol par un copain de ma classe. Et quand je l'ai dit à mes parents, quand je l'ai annoncé à mes parents, personne n'en a fait cas. Tout le monde a dit ah c'est bon, qu'est-ce que tu as encore fait? Son père lui a dit qu'est-ce que tu as encore fait pour déclencher ça? Tu as dû certainement faire quelque chose, donc commence pas à faire ta victime. C'est bon, tu es de nature toujours à faire ton intéressante, donc arrête, maintenant c'est bon, tu as décidé d'avoir ta première relation sexuelle, ça suffit. Ce qui est violent, mais ce qui est très courant de la part des personnes qui entourent une personne victime, c'est de nier. Parce que c'est impossible à comprendre, on ne veut pas entendre parler de ça, c'est beaucoup trop douloureux. Donc, le fait qu'elle ait été victime de viol a été complètement nié par sa famille. Sa souffrance a été niée par sa famille. Et donc, pour elle, c'est très compliqué d'accéder à cette information-là. Je lui dis, ok, essayez simplement chez vous de faire cette liste. Faites-moi confiance. Et on n'emploie plus le mot victime, puis on verra bien quand vous revenez avec votre liste, quand vous l'aurez faite surtout, parce que moi, je n'ai pas besoin de l'avoir. Si oui ou non, on peut éventuellement accepter le fait, vous pouvez accepter le fait que oui, vous avez subi ça, que oui, vous avez vécu ça de la part de l'autre, et donc vous êtes victime de harcèlement, de violence psychologique de la part de quelqu'un qui est votre ex-ami. C'est ce qu'elle fait, elle fait cette liste, elle se rend compte qu'en effet, elle ne peut pas nier les faits, elle ne peut pas nier ce qui s'est passé, et que en effet, peut-être qu'il serait possible de dire qu'elle est victime, d'accepter l'idée qu'elle soit victime de harcèlement de la part de cet homme. Et au passage, qu'elle a été victime aussi de violences de toutes sortes dans son enfance, que ce soit violence sexuelle ou que ce soit violence verbale ou par rapport à ses parents. On apprend rapidement à éteindre le petit vélo, le mental, l'ego, avec Caroline. Je lui apprends à porter son attention à son corps physique et à porter son attention à son corps sensoriel, de manière à ce qu'elle revienne dans le moment présent et qu'elle puisse justement, dans un premier temps, déjà éliminer toutes les tensions liées au futur.
j'ai peur qu'il m'attaque, j'ai peur qu'il soit en bas de chez moi, j'ai peur qu'il vienne chez moi, j'ai peur qu'on me prenne pour une folle. Donc tout ce qui est peur, hein, c'est qu'on est en train de s'imaginer des situations qui pourraient éventuellement arriver dans 1 minute, dans 2 minutes, dans 3 jours, mais qui ne sont pas réellement là. C'est quand on imagine le futur qu'on va être dans les peurs. Et ces peurs, elles créent une énorme tension, hein, cette sensation d'être en danger permanent, qui pourrait nous arriver quoi que ce soit, qu'on pourrait en effet être attaqué par l'autre à n'importe quel moment. Bah, on est tendu quand on ressent ça. Et ça, c'est notre corps qui vient nous dire stop, t'es parti dans l'imaginaire du futur, reviens dans le moment présent. En apprenant à porter son attention à son corps physique et son corps sensoriel, Caroline, elle va apprendre à revenir dans le moment présent et du coup à ne plus être dans le passé. Le regret d'avoir noué cette relation-là avec l'autre, la culpabilité de continuer à lire les messages, la culpabilité de continuer à réagir par rapport à lui et à aller écrire parce que c'est plus fort qu'elle dans un premier temps. Ça va revenir dans le moment présent, éteindre son mental lui permet en fait d'enlever aussi tous les jugements sur elle. Toute la culpabilité, les remords, les regrets, toutes les peurs, les angoisses, les attentes, le manque de confiance en elle. Et ça va petit à petit, à force de le faire et de s'entraîner dans le quotidien, à revenir dans le moment présent, bah Caroline, elle va ressentir des tensions qui vont petit à petit disparaître et commencer à diminuer. Ça lui permet aussi de pouvoir focaliser sur elle. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle va penser à lui, l'idée c'est qu'elle revienne en attention d'une partie de son corps physique ou d'un de ses sens, mais quelque chose qui est là, ici, maintenant, qui existe et qui est quelque chose qui lui appartient. Ce qu'elle entend, c'est porter son attention à ce qu'elle entend, au son, bah c'est vraiment les sons qu'elle entend, elle. C'est pas quelque chose qui est extérieur à elle, c'est vraiment quelque chose qui la ramène à elle. Donc de refocaliser l'attention sur elle, bah, instantanément, ça enlève de l'attention au harceleur. Ça enlève de l'attention à lui. Et du coup, elle va pouvoir commencer à se rendre compte qu'elle existe et aussi à plus attendre de la part de son environnement, qui est aussi des personnes extérieures à elle, attendre de la part de son entourage qu'on la reconnaisse, qu'on la valide, qu'on lui dise que c'est vrai ce qu'elle vit, qu'on lui dise que c'est juste ce qu'elle ressent. Parce que bah, simplement, elle va porter son attention à elle et se rendre compte que ce qu'elle ressent, elle le ressent, ce qu'elle vit, elle le vit. Et que ce qui est important, c'est qu'elle, elle commence à s'occuper d'elle plutôt que de s'occuper des autres ou de son harceleur. À force de faire ça, petit à petit, elle commence à moins lire les messages. Parfois, elle arrive à aller faire ses courses sans aller les lire ou elle est moins à l'affût de l'extérieur, elle est plus focalisée sur elle et elle va récupérer aussi de l'énergie qu'elle perdait à force d'être tendue tout le temps et de porter son regard toujours sur ce qui se passe à l'extérieur. Hein. De nouveau, ça crée une tension. Donc, d'éteindre son mental, ça permet aussi de récupérer un peu d'énergie et de lui enlever aussi à lui. C'est des gens qui vont se nourrir aussi de notre attention, de notre énergie. Donc, ça lui fait perdre un peu de terrain à lui, mais tout en faisant gagner beaucoup de terrain, surtout à Caroline, par rapport à elle. Une fois qu'elle a appris à éteindre son mental, là, on va pouvoir commencer à s'occuper de ses émotions. Parce que simplement, les émotions, si on est avec notre mental en route, les émotions, on ne les ressent pas. On ne ressent rien du tout, on est coupé de nous-mêmes. Donc, éteindre son mental, ça va permettre de pouvoir justement revenir à elle et de commencer petit à petit à reconnaître qu'il y a des émotions derrière tout ça, à les ressentir et à les exprimer, ces émotions de joie, de colère ou de tristesse. Elle se rend compte qu'en fait, elle pleure beaucoup et que ces pleurs la soulagent pas. De nouveau, hein, quand on exprime de la tristesse, qu'on pleure, derrière, on est censé ressentir une détente. Si on ne ressent pas cette détente, c'est qu'il y a une autre émotion derrière et qu'on est avec notre mental en train de censurer la vraie émotion que l'on ressent. Et la vraie émotion, c'est de la colère que Caroline ressent. Donc, elle ressent une énorme colère une énorme colère par rapport au fait d'être harcelée, par rapport au fait que personne aussi ne la soutienne, par rapport au fait qu'elle subit ça alors qu'elle n'a rien demandé et que c'est injuste, un côté injuste. Donc, elle commence à exprimer la colère, à exprimer la tristesse et à s'occuper un peu de ses émotions, ce qui de nouveau la ramène à elle et ce qui de nouveau fait en sorte aussi que le mental, comme il a moins son job à faire de bloquer les émotions, il va commencer, ça va être plus facile de rester plus longtemps dans ce moment présent et plus longtemps en contact avec elle. Donc petit à petit, elle commence à retrouver une réelle détente physique et aussi psychique ou morale
elle se rend compte qu'elle a plus de pouvoir que ce qu'elle pensait, que lui, son harceleur, en fait, a peut-être moins de pouvoir que ce qu'elle pensait, vu qu'avant, c'était le sujet de toute son attention, bah, c'était lui qui menait toute sa vie. Quand à un moment donné, c'est elle qui porte son attention à elle, bah, elle récupère ce pouvoir-là sur ses décisions, sur ce qu'elle décide de faire, sur ce qu'elle a envie de faire. Elle va aussi se rendre compte qu'elle est plus victime, mais qu'elle est autonome. Qu'elle est autonome, qu'elle est indépendante et elle a le pouvoir de décider de si oui ou non elle lui fait de la place à lui dans sa propre vie ou pas. Donc, elle petit à petit se réapproprie sa vie. Elle se rend compte qu'en fait, non, elle décide qu'il n'y a plus de place pour lui dans sa vie, que maintenant il n'est plus rien et qu'il faut qu'elle arrête, elle réussit à arrêter de penser à l'autre et elle réussit à recontacter aussi ses envies, qu'est-ce qu'elle a envie de faire pour elle, qu'est-ce qu'elle a envie de décider par rapport à cette situation, est-ce qu'elle continue à se battre contre lui, à vouloir absolument le faire condamner, à vouloir absolument être reconnue par les autres, ou est-ce que simplement elle s'occupe de ses envies à elle et de ce qu'elle ressent et de ce qu'elle a envie de mettre en place pour elle dans le moment présent. Bien sûr que quand elle a commencé à nettoyer son harcèlement de ses émotions, elle est retombée sur des anciennes émotions, des anciennes scènes de violence ou son viol, et qu'elle a pu continuer à faire ce travail-là pour justement évacuer, vider complètement ces scènes-là de leur contenu émotionnel de manière à plus être dans cette sensation de danger permanent et de tension permanente. Donc, le travail qu'elle a fait, c'est pas arrêter simplement cette situation-là, elle a continué par rapport à d'autres situations. Donc, en fait, une fois qu'on se sent mieux, qu'on arrive à avoir reconnu qu'on a été victime et puis que Caroline, elle a réussi à aussi commencer à attaquer, à exprimer ses émotions et qu'elle retrouve ses envies, vient la question de dire, ok, qu'est-ce que vous désirez faire par rapport à lui ? Caroline, elle a décidé, en tout cas, dans son moment, dans son envie à elle, de se battre pour elle, de mettre son énergie au service de ses envies et de plus lui apporter d'attention et donc de ne pas se battre contre lui, de ne pas entamer une procédure contre lui et de vouloir absolument le faire condamner. Et comme par hasard, à partir du moment où on lui a apporté beaucoup moins d'attention, il n'a plus laissé de message, elle n'a plus cette sensation d'être tout le temps épiée et surveillée. Et aujourd'hui, en fait, elle ne le recroise plus. Et elle n'entend plus du tout parler de lui, ni dans son entourage, ni sur les mots qu'il laisse. Donc voilà pour ce qui est de Caroline, harcelée dans sa vie privée. Maintenant, j'ai dit aussi, on parle beaucoup de harcèlement dans le cadre professionnel. Et là, on va l'aborder par le biais d'un autre exemple qui est Fabien. Fabien, il a 26 ans. Il vient me voir parce que son médecin traitant l'a mis en arrêt pour mobbing, pour harcèlement au travail. Il est éducateur social dans une grosse institution genevoise pour personnes souffrant de handicap mental. Il travaille avec passion et rigueur comme il a été formé par une ancienne collègue qui a quitté l'équipe, mais il a appris à travailler vraiment avec le cœur et travailler de manière très assidue grâce à elle. Et il m'explique qu'il y a un an, l'équipe dans laquelle il travaillait, en fait, était composée de personnes qui travaillaient dans ce sens-là et qu'il avait adoré, au début, dans son engagement dans cette équipe-là, il avait adoré travailler comme ça. Malheureusement, depuis, en fait, il y a 2 de ses jeunes collègues qui sont partis, qui ont quitté l'équipe. Et il y a 6 mois, ils ont été remplacés par 2 collègues, 2 éducateurs plus âgés que lui, qui, selon ses propos, ont tendance à pas vouloir trop travailler, à imposer leur choix personnel aux résidents pour des sorties, pour des repas, pour des projets pédagogiques. Et donc, ils les trouvent très tournés sur eux plutôt que sur le bien-être du résident. Lui, il a essayé de maintenir les projets qui avaient été commencés et entamés et décidés par l'ancienne équipe. Mais les collègues, les nouveaux collègues mettent à mal systématiquement ce qu'il propose. La direction est au courant parce qu'elle est venue, sa chef est venue le chercher un jour, lui a demandé un rendez-vous et puis elle lui a dit mais écoute Fabien, nous on trouve que tu en fais 10 fois plus que tes collègues et puis j'aimerais qu'on se voit régulièrement puis que tu me racontes un peu comment ça se passe avec eux, que tu m'expliques un peu ce qu'ils font et ce qu'ils font pas parce que entre toi et moi ça fait un moment qu'on essaye un peu
de les renvoyer, mais pour ça, il nous faut des preuves. Donc, est-ce que tu serais d'accord de nous amener ces preuves-là et de nous prouver, en fait, nous donner la matière pour prouver leur incompétence et pour pouvoir les renvoyer. Alors Fabien, il n'a pas voulu rentrer là-dedans parce qu'il sentait bien que c'était pas sa manière de faire les choses et puis que c'est un peu limite comme manière de faire les choses. Mais en parallèle de ça, bah, ça lui a fait ouvrir les yeux. Il s'est rendu compte, il s'était même pas rendu compte en fait qu'il faisait 2 fois plus de boulot que les autres. Il s'est même pas rendu compte qu'au début que ses collègues mettaient à mal tout ce qu'il proposait et tout ce qu'il faisait. Et donc ça lui a ouvert les yeux, mais ça lui a ouvert les yeux sur une réalité qui était pas facile à accepter, puis qui a commencé à le déranger en fait de plus en plus et à se rendre compte que oui, il aime beaucoup travailler, donc ça ne le dérange pas de travailler plus que les autres, mais il s'est aussi par la même occasion rendu compte de l'attitude injuste un peu de ses collègues. Donc ses collègues, en fait, ce qui lui est reproché, je lui demande quels sont les reproches qu'on vous fait, et c'est en fait, ses collègues ne supportent pas son assiduité. Pour eux, il en fait trop, et puis ils ont commencé à l'attaquer en fait lors de réunions, l'attaquer en face directement, il me parle de menaces physiques, d'ignorance, de menaces verbales, et de mise à mal systématiquement de ce qu'il propose et de ce qu'il fait comme travail. Le reste de l'équipe ne le soutient pas, donc ils sont 7, donc il y a encore 4 autres personnes qui ne le soutiennent pas du tout, qui n'interviennent pas et qui ne prennent pas sa défense non plus quand il se fait attaquer par ses 2 collègues. Est-ce qu'il peut me donner un exemple concret de menace, un épisode vraiment précis et concret de ce qu'il a vécu pour que je puisse mieux me rendre compte de ce qui se passe? Alors, il a remarqué à plusieurs reprises qu'un de ses collègues, en fait, utilisait la force physique pour faire partir un résident de la maison, un résident autiste, et que c'est physiquement qu'il le sort de la maison plutôt que d'utiliser des outils pédagogiques ou éducatifs pour faire en sorte que la personne parte d'elle-même. Et puis, un jour, pour illustrer encore plus cette violence de laquelle il est témoin en fait par rapport à un des éducateurs par rapport aux résidents. Un jour, il s'est aperçu qu'en fait, un des éducateurs était parti en ville avec une résidente qui était en pleine décompensation, qui n'était pas bien, et pour l'amener chez son médecin. Et qu'en fait, l'éducateur est rentré en voiture sans elle, et elle a dû rentrer en bus, et pour finir, c'est la police qui l'a ramenée parce qu'elle a vraiment pété les plombs en ville, mais que l'éducateur était là, de retour en voiture, sans la résidente. Donc Fabien, il amène ça en réunion en disant, mais comment ça se fait que la résidente, elle était seule en ville et puis qu'elle ait été abandonnée, laissée en ville, alors que toi, tu es rentré en voiture. Et là, comme réponse, en fait, qu'il a reçu de la part de son collègue, devant toute l'équipe, c'est que le collègue a tapé sur la table, l'a menacé du poing et lui a dit « Tu vas pas m'apprendre à faire mon métier, je le fais depuis bien plus longtemps que toi, alors tu commences pas à jouer le petit con avec moi. » Stop. À ce moment-là, qu'est-ce que Fabien a ressenti? Parce que l'idée de raconter une scène précise, c'est vraiment de pouvoir récupérer, ok, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là précis? Et Fabien me dit, bah, de la peur, de la colère, de l'injustice, tout à la fois. Je tremblais de nerfs et j'ai été dans la peur de mon collègue, peur de la menace. On reviendra, on décortiquera après sur le fait que bah, quand je demande qu'est-ce qu'on a ressenti, généralement, c'est plutôt colère, joie ou tristesse, mais ok, Fabien continue ses illustrations. Il m'explique qu'en fait, il a eu aussi une réunion c'est la dernière en date, il a eu une réunion de 4 heures avec toute son équipe et sa chef qui était là. Et pendant 2 heures, en fait, il s'est fait critiquer, il s'est fait écraser, on lui a dit que c'était tout nul ce qu'il faisait, ce qu'il disait, ce qu'il était, enfin, il en a pris plein la figure de la part de ses 2 collègues et ses 4 collègues qui disaient « Nous, on ne se mêle pas de ça, nous, on dit rien, on ne se prononce pas ». Jusqu'au moment où, en fait, au bout de 2 heures, sa chef a pété les plombs et elle est intervenue en disant maintenant ça suffit. Là, c'est un procès que vous êtes en train de faire à Fabien et donc on s'arrête là, ça suffit avec votre attitude. Donc Fabien est sorti en larmes de cette réunion, il a complètement craqué.
Il tremblait, il était mal, il a vomi, enfin, il était vraiment physiquement vraiment pas bien. Et sa chef lui a expliqué qu'en fait, elle avait pour consigne, depuis plus haut, de ne pas intervenir pour voir ce qui se passait vraiment dans l'équipe parce que tout le monde soupçonnait qu'il était harcelé. Donc là, c'était un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, où Fabien, le soir même, avait rendez-vous avec son médecin parce qu'il avait des gros problèmes de santé. Donc, il vomit tous ses repas parce que son estomac ne supporte plus rien. Il a pris 10 kilos en 3 mois. Il est fatigué en permanence. Il est obsédé par ses collègues. Il est obsédé par son travail. Il en parle tout le temps, au point où son couple, sa copine, ne supporte plus ça. Donc, son couple est en train de pécloter parce que lui, il se sent pas soutenu et en même temps, sa copine, elle n'en peut plus d'entendre parler que de ça. Et donc, le soir même, Fabien avait rendez-vous, après cette réunion, Fabien avait rendez-vous avec son médecin qui l'a mis en arrêt en lui expliquant qu'il ne pouvait pas continuer comme ça et que ça s'appelait un mobbing ou un harcèlement au travail et qu'il fallait maintenant qu'il fasse en sorte de régler ça parce que son corps était en train de complètement le lâcher. Donc, Fabien, il a très mal vécu le fait d'être en arrêt. Pour lui, c'était un échec. Ça veut dire que ça y est, en fait, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Il part du travail. Et il a perdu toute confiance en lui. Depuis, il est allé... il se demande en fait pourquoi est-ce que ça lui arrive tout le temps. Il se dit que il a dû faire quelque chose de faux. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça s'améliore? Enfin, il est tout le temps dans ces pensées-là. Et il est d'un côté en train de se remettre en question, d'un autre côté il oscille entre je me remets en question et en même temps je veux pas que mes collègues y gagnent, donc l'arrêt c'est un échec, je veux pas que mes collègues y réussissent, il se bat contre ses collègues en permanence. Il est même allé voir une coach avant de venir me voir, qui a été payée par son travail, qui a été payée par l'institution dans laquelle il travaille, et qui lui a expliqué qu'en fait le problème c'est qu'en fait il mettait en échec ses collègues. Donc, lui, il est jeune, diplômé, il travaille beaucoup, il aime travailler, donc il ne compte pas ses heures, alors que ses collègues sont plus âgés, n'ont pas de diplôme, et que c'est des gens qui ont appris à pas trop s'épuiser au travail, et donc ça met un décalage complet entre Fabien et ses collègues, et que lui, en fait, en amenant certaines situations en réunion, c'est comme s'ils surlignaient leur incapacité à travailler. Donc ça les met en échec, ils se sentent en échec. Donc il faudrait que Fabien apprenne à arrondir un peu les angles, calme ses ardeurs et commence à arrêter de mettre en échec ses collègues. Donc en gros, c'est qui il est le problème, comme dit Fabien, c'est qui je suis le problème, et donc tout est de ma faute. Donc, là, je me rends compte qu'il y a un petit peu de travail à faire pour essayer de casser ça parce que c'est très violent et c'est une double violence en fait qui a été reçue par Fabien, et donc il va falloir que urgemment on trouve un moyen de soulager Fabien de toutes ces pensées-là et toutes ces croyances par rapport au fait que, et tous ces jugements qu'il pose sur lui et qui ont été en plus bien appuyés par son extérieur. Donc, il me dit aussi, Fabien, c'est bizarre, je suis comme dans un brouillard. Quand on me demande de dire ce qui s'est passé, j'arrive plus à en parler, je sais plus, j'ai l'impression que du coup je bégaye, je perds des informations, il n'y a rien de clair dans ce que je raconte, et puis du coup tout le monde se dit un peu que je raconte des histoires, que j'ai l'impression que les gens ne croient pas, mais en même temps moi-même je commence à me poser des questions, me dire mais est-ce que je me souviens de tout, je sais qu'ils m'ont fait des choses, je sais qu'ils m'ont dit des choses, mais j'ai plus en mémoire en fait ce qui s'est passé, et j'ai l'impression de plus réussir à remettre en place la chronologie des événements. Donc ça, c'est déjà une première chose, c'est d'être très clair sur le fait que c'est normal. Ça fait partie d'un stress énorme, ça fait partie de chocs que l'on peut subir quand on est harcelé sur du court, moyen ou long terme, et que c'est quelque chose de tout à fait normal parce que la réalité, elle est tellement dure et tellement violente que du coup, on va avoir tendance à s'en couper, et que c'est normal de ne pas avoir toutes les idées très claires au début. Je pousse Fabien rapidement dans cette première rencontre à se rendre compte qu'il ne me parle que de ses collègues.
qu'ils me parlent que de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils pensent de lui, même de ce que lui devrait changer pour que ses collègues arrêtent ou pour que ses collègues changent d'attitude. Et qu'aujourd'hui, en fait, si je fais le constat, aujourd'hui, Fabien n'existe pas. Il n'y a que ses collègues. Son attention est toute tournée sur ses collègues. Et c'est ce qui fait aussi que ses collègues ont autant de place dans sa vie, même quand ils ne sont pas présents physiquement. En fait, ils sont présents 24 heures sur 24 dans le cerveau de Fabien, dans les conversations de Fabien, dans la relation intime avec sa copine. Et c'est comme s'ils étaient tout le temps là. Et que la première chose à faire, et puis peut-être que le premier pied de nez à leur faire, c'est de ne pas leur laisser autant de place, et c'est de récupérer cette place-là, lui, dans sa vie, de s'occuper de lui et de profiter justement de son arrêt pour pouvoir justement revenir à lui et de nouveau commencer à exister dans sa propre vie. Une fois qu'il ira mieux, là, il prendra éventuellement des décisions par rapport à son travail. Une fois qu'il ira mieux, il pourra décider si oui ou non il retourne au travail, sous quelles conditions, et qu'est-ce qu'il décide de faire par rapport à ses collègues. Mais d'abord, l'urgence, là, son corps lui hurle qu'il faut qu'il se remette au centre, c'est de soulager sa souffrance et de profiter de son arrêt pour cela. C'est juste une question d'ordre, ça veut dire d'abord moi, ensuite les autres. On verra, bien sûr que Fabien va être amené à prendre des décisions pour la suite, mais l'urgence, c'est lui, c'est sa souffrance physique, sa souffrance morale, et l'urgence, c'est vraiment de reprendre contact avec lui et de s'occuper de lui. Donc Fabien, il est assez partant pour ça. Donc, pareil que par rapport à Caroline, la première chose que je propose, c'est d'écrire les faits, d'écrire tout ce dont il se souvient. Peu importe l'ordre chronologique, mais vraiment d'écrire ceci a été dit par tel, ceci a été fait par un tel. Et dans les faits et dans les actes subis et les faits subis, et pas j'ai senti que l'autre pensait de moi que. C'est vraiment quels sont les mots, quels sont les gestes, quels sont les actes concrets que Fabien a vécu, de manière à ce et puis qu'il y aille au rythme de sa mémoire. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont remonter, quand il va commencer à écrire, peut-être d'autres choses vont remonter, qu'il les note, qu'il écrive sans que c'est juste pour lui et c'est pas du tout pour préparer un dossier contre ses collègues, ni pour venir me le lire. C'est vraiment que lui reconnaisse en fait ce qui s'est réellement passé et reconnaisse qu'il a vécu ça. Il a vraiment subi ça. Et puis, ça a un deuxième effet aussi, c'est que du coup, il n'aura plus besoin essayer de se remémorer tout ça et de se dire non mais il faut pas que j'oublie ce qui s'est passé, il faut pas que j'oublie si un jour on doit me demander, si un jour je veux prouver, si un jour... Alors du coup je vais essayer de me souvenir, plutôt que de ressasser ces informations, elles sont posées sur un papier, elles sont là, il n'y a plus besoin de s'en occuper, il les reprendra quand ce sera le moment de prendre une décision par rapport à la suite qu'il veut donner. De nouveau, j'apprends aussi, donc Fabien fait ça chez lui, et puis la fois où je revois Fabien, la première urgence, c'est de lui apprendre à éteindre son mental, à reporter son attention à son corps physique, reporter son attention à son corps sensoriel, 1000 fois par jour, ça veut dire porter son attention à tout faire ce qu'il est en train de faire dans son quotidien, se laver les dents mais en sentant le goût du dentifrice, prendre une douche en sentant l'eau qui coule sur sa peau, marcher en sentant le déroulement du pied sur le sol. Donc vraiment revenir à des choses concrètes, physiques et sensorielles, afin de reporter son attention à lui et surtout d'éteindre son mental et d'arrêter de penser aux autres, d'arrêter d'avoir peur de la décision qu'il va devoir prendre dans le futur, d'arrêter de culpabiliser par rapport ou de regretter ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il aurait dû dire, ce qu'il aurait dû faire, et de vraiment pouvoir revenir là, ici, maintenant. Éteindre son mental, en fait, c'est bien, c'est chouette de revenir dans le moment présent, mais ça suffit pas, parce que dans le moment présent, on va avoir accès à nos émotions. Et nos émotions, si on les bloque, ça veut dire qu'on repart avec notre mental. Et donc, c'est difficile quand on fait un peu ce yo-yo. On a l'impression qu'en fait, on n'arrive pas à éteindre le mental. C'est juste qu'à chaque fois qu'on l'éteint, on ressent une émotion. Si on la reconnaît pas, on la ressent pas, on l'exprime pas, le mental, il va redémarrer. Donc, rapidement aussi, Fabien commence à s'autoriser à reconnaître qu'il a une émotion de joie, de colère, de tristesse, peu importe pourquoi, peu importe à quel moment, peu importe à quoi c'est lié, mais juste de reconnaître qu'il ressent des émotions, qu'il a des émotions qui sont là, ici, maintenant, avec lui, donc de les reconnaître, de les ressentir physiquement, et de pouvoir s'autoriser éventuellement à les exprimer, pour se faire du bien.
Donc il commence à exprimer ses émotions de colère et de tristesse aussi, parce qu'il y a beaucoup de tristesse aussi derrière ça par rapport à l'intérieur de Fabien. Donc il commence à exprimer sa colère par rapport à ses collègues qui l'ont attaqué, par rapport à ceux qui ne l'ont pas défendu, au jeu de sa direction aussi, de comment l'institution a géré tout ça et dans quoi ils l'ont poussé à rester et à être. Sa tristesse aussi de plus voir les résidents, parce qu'il les aime très fort et puis il est très triste de plus les voir. Il est très triste, il a l'impression qu'il les a un peu abandonnés et lâchés sans qu'il ait eu envie de le faire. Donc sa colère aussi et sa tristesse de subir tout ça sans aucune raison, de se dire mais j'ai rien fait de mal et j'en prends plein la figure, et donc c'est un côté très injuste. Donc Fabien commence à s'occuper vraiment d'éteindre son mental, de reconnaître, de ressentir et d'exprimer ses émotions durant son arrêt, de prendre le temps pour le faire. Jusqu'à ce que 2 mois après son arrêt, sa directrice lui téléphone et lui donne rendez-vous à l'extérieur de l'institution en lui disant bah voilà, nous on aimerait bien que tu reviennes, mais on ne veut pas te mettre la pression, prends le temps qu'il faut, mais sache qu'on te proposerait d'aller travailler dans une nouvelle équipe et que tes 2 collègues ont reçu un blâme parce que quand tu es parti, tes collègues qui ne disaient rien ont commencé un petit peu à délier leur langue et on s'est rendu compte qu'en fait ça faisait un moment que tu subissais du harcèlement de la part des 2 collègues, donc on leur a mis un avertissement. Étonnamment, c'est ce que Fabien aurait attendu depuis le début, qu'on le reconnaisse comme étant victime aussi de harcèlement et qu'on reconnaisse qu'il n'avait pas fait quelque chose de faux, qu'on punisse ses collègues, mais ce jour-là, Fabien, il sent rien, ni joie, ni contentement. Oui, il dit c'est chouette, ok, mais en fait, il se rend compte qu'il n'en a plus rien à faire de savoir ce que vivent ses collègues, ce que pensent les autres, que lui, il est en train de s'occuper de lui, de se faire du bien réellement, et que c'est ça qui lui fait le plus de bien, et que le reste, quelque part, c'est pas son affaire à ce moment-là. En tout cas, à ce moment-là, elle lui dit bien aussi, tu n'as pas de décision à prendre maintenant, tu prends le temps de vivre ton arrêt. Donc il lui a fallu encore quelques semaines à travailler sur lui, et surtout quelques semaines pour se sentir physiquement mieux et prêt à pouvoir recommencer son travail. Et du coup, durant ces quelques semaines, en fait, encore, il a continué à se remettre en attention de lui et se remettre au centre de sa vie. Et il a décidé, en fait, de pas se battre contre ses collègues, de pas porter plainte, de ne pas utiliser tout ce qu'il savait et la liste qu'il avait écrite contre ses collègues, mais de se battre pour lui, et que, en fait, ce qui l'emportait le plus, c'était de retrouver ses résidents, de retrouver le travail qu'il aimait, et qu'il allait s'occuper de ça et qu'il allait retourner au travail, sachant que de toute manière, il n'allait pas espérer beaucoup plus de la part de la direction que 2 avertissements pour ses collègues. Donc c'est ce qu'il a fait, il est retourné au travail dans une nouvelle équipe et il s'est focalisé sur lui, il a travaillé à sa manière, à sa sauce, et ça s'est très bien passé pour la suite. Donc c'est toujours la même méthode quelque part. La première étape, c'est de reconnaître qu'on est victime de harcèlement. Et pour ça, établir la liste des faits vécus, des actes subis, des paroles subies, en se disant mais est-ce que oui ou non j'ai été vraiment victime de ça? Est-ce que j'ai vraiment pris ces insultes? Est-ce que j'ai vraiment subi ces actes, subi ces remarques, subi ces menaces? Est-ce que j'ai vraiment subi ça? Oui, ce sont des faits, j'ai noté des faits. Et j'ai pas noté simplement mes ressentis et ce que je pensais qu'on pensait de moi. Il y a eu ces coups, il y a eu ces menaces, il y a eu ces attaques. C'est des faits. Donc de reconnaître qu'on est victime de harcèlement, c'est déjà la première étape. Sans ça, on oublie d'accéder à la suite parce qu'on va continuer à tout le temps se perdre et se couper de soi, et on n'aura pas accès à ce que l'on vit nous, et on n'arrivera pas justement à passer à l'étape d'après, qui est d'étendre notre mental. Étendre notre mental afin de sortir de la peur, sortir du jugement de soi, des critiques de soi, sortir aussi des regrets, des culpabilités, des remords, et puis refocaliser notre attention sur nous, plutôt que de nourrir l'autre avec notre attention, notre énergie et tout ce qu'on lui apporte. Une fois qu'on est mental éteint, on va pouvoir passer au deuxième pilier de la méthode Hoche, donc de reconnaître, de ressentir et d'exprimer ses émotions de joie, de colère et de tristesse. Soit pour soi, pour se faire du bien, pour juste s'en libérer,
Et puis pour pouvoir justement sentir que notre corps, en fait, se détend et qu'on n'est plus dans cette colère. On se souvient très bien de ce qui s'est passé. C'est pas qu'on oublie ce qui s'est passé, mais par contre, ça fait plus mal. Ça crée plus une souffrance, une douleur dans notre corps. Une fois qu'on a pu reconnaître, ressentir, exprimer nos émotions de joie, de colère, de tristesse, c'est plus facile d'étendre notre mental et de rester dans ce moment présent, de rester en contact avec notre moment présent. Et là, on va pouvoir commencer à se dire, ok, de quoi est-ce que j'ai envie pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi? Est-ce que j'ai envie de me battre contre l'autre? Est-ce que j'ai envie de quitter mon travail? Est-ce que j'ai envie de retourner dans ce même travail? Quelles sont mes envies? Mais on va avoir des réponses qui sont basées sur nous, sur nos envies et plus sur l'autre ou ce qu'on veut plus subir ou ce qu'on veut plus vivre ou ce qu'on veut pas retrouver. On va baser nos réponses sur vraiment nos envies de ce qu'on a envie de vivre et ce qu'on a envie de mettre en place pour nous par rapport à nous. Ça peut aussi être une procédure où on va aller dénoncer ce qui a été fait, mais on va le faire en action pour nous et pas en réaction contre l'autre. Et ça fait toute la différence. Parce que c'est en se respectant, en s'écoutant, en étant au centre de notre attention qu'on va pouvoir être dans une action pour nous et pas dans une réaction contre l'autre qui nous fait perdre beaucoup d'énergie et qui en définitive, souvent, dans ces réactions à l'autre, on va être perdant parce que l'autre il maîtrise complètement le sujet en face de nous et qu'on est constamment avec notre corps qui nous dit reviens à toi, reviens à toi, reviens à toi. Donc toutes ces tensions et ces mots physiques en fait peuvent nous épuiser. C'est rare qu'on arrive à ce qu'on désire pour nous quand on est focalisé sur l'autre et en réaction par rapport à l'autre. Donc c'est vraiment de ramener cette énergie, cette attention à nous pour récupérer de l'énergie et pour mettre cette énergie au service de nos envies pour nous plutôt qu'en réaction par rapport à l'autre. Merci.